Bonjour tout le monde. Before we get started, I want to touch briefly on the unfolding events in Portapique, Nova Scotia. I know we've all been watching this on the news. My hearts go out to everyone affected in what is a terrible situation. I want to thank the police for their hard work and people for cooperating with authorities. Je tiens à parler brièvement de la situation qui se déroule actuellement à Portapique, en Nouvelle-Écosse. Je sais qu'on a tous suivi les nouvelles. Mes pensées accompagnent toutes les personnes touchées par cet événement. Je veux remercier les autorités pour tout leur travail et tout le monde pour leur coopération. Ce matin, je veux aussi souhaiter une joyeuse Pâques orthodoxe à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Même si c'est seulement sur Skype, j'espère que vous pourrez passer cette journée spéciale avec votre famille et vos amis. I want to wish a happy Orthodox Easter to everyone who's celebrating today. Even if it's just over Skype, I hope you can spend this special day with family and friends. Although this pandemic has affected everyone, some people have been hit especially hard. Right now, too many Canadians are facing some really difficult situations. If you live with a disability, I don't have to tell you what this can look like. You might be worried about whether your support worker will be able to keep coming. You might be concerned about getting groceries or about your finances. And if you're caring for someone with a disability, you're probably anxious about getting support too. Your voice matters. Your experience is important. And our government is listening. If this crisis has laid bare the gaps that still exist for far too many Canadians, it has also given us an opportunity to address them. It has encouraged us to have even more meaningful conversations about how we can make our country a more inclusive and a more equitable place. Last week, Minister Qualtrough launched a COVID-19 Disability Advisory Group as part of our plan to keep all Canadians healthy, informed, and safe. We're addressing key issues like equal access to health care and information, as well as support on jobs and income. And we're doing all of this work with you at the table. On that note, I want to recognize the outstanding organizations right across the country, like the Rick Hansen Foundation, that are bringing these issues to the fore. You are doing incredible work, and we are proud to be your partner. La semaine passée, la ministre Qualtrough a lancé le groupe consultatif sur la COVID-19 en matière de personnes en situation de handicap. Ça fait partie de notre plan pour aider tout le monde à rester en santé et en sécurité. On fait face à une situation sans précédent, donc on se penche sur les enjeux les plus importants, comme l'accès équitable aux soins de santé et à l'information. On offre aussi du soutien financier à ceux qui en ont besoin et on a mis des mesures en place pour protéger les emplois. C'est du travail qu'on fait ensemble. Je veux saluer tous les leaders et les organisations à travers le pays qui attirent notre attention sur les enjeux et les défis particuliers auxquels les plus vulnérables font face. Vous faites un travail extraordinaire et on est là pour être votre plein partenaire. In response to this pandemic, we've developed a 3-point economic plan to help Canadians get through this tough time. We introduced the Canada Emergency Response Benefit to help people who've lost their wages. We brought in new loans for businesses, and we introduced the wage subsidy. But there is still work to do. There are still people to reach. That's why this past week, we expanded the Canada Emergency Response Benefit to include workers making up to $1,000 a month, seasonal workers, and those whose EI has recently run out. It's why we put in place new measures to support people in the energy industry, which is suffering right now. And we also brought in support for people who continue to do incredible work in the arts, culture, and sports communities. And it's why we've kept making progress with the provinces and territories on increasing wages for essential workers who need it. Now, things are tough for employers, too. So we brought in a whole range of additional support on loans and credit, and for Indigenous businesses and businesses in the North. And for communities that need extra support,
we approved requests to have the Canadian Armed Forces assist in Quebec long-term care facilities, as well as in Nunavik and in Basse-Côte-Nord. Today, I can announce that we've also approved the extension of a request from the Government of Quebec for the Canadian Rangers to help Nutashquan and Equanichit First Nations near Basse-Côte-Nord. All these measures we've brought in are about helping you do the things that will get us through this. And it's working. We're seeing the numbers trend in the right direction. So we need to keep doing what we're doing and keep being extremely careful. And we will get through this together. Depuis le début de la crise, on a annoncé des mesures historiques. Avec la prestation d'urgence, la subvention salariale et les prêts aux petites entreprises, on donne un coup de main à des millions de familles, de travailleurs et d'entrepreneurs. Mais il nous reste encore des gens à aider. Donc cette semaine, on a élargi la prestation canadienne d'urgence. On a mis en place des nouvelles mesures pour les travailleurs de l'énergie, un secteur particulièrement touché par la pandémie. On appuie aussi ceux qui continuent de faire un travail exceptionnel dans le milieu des arts, de la culture et du sport. En même temps, on travaille avec les provinces et les territoires pour augmenter les salaires des travailleurs essentiels qui en ont besoin. Bien entendu, c'est une période aussi difficile pour les employeurs. On a donc introduit toute une gamme de mesures supplémentaires, dont des prêts et des contributions pour les entreprises, y compris pour les entreprises autochtones et du Nord. Et pour les communautés qui ont besoin de plus d'aide, on a approuvé des demandes pour que les Forces armées canadiennes soient déployées au Québec, dans les CHSLD, ainsi qu'au Nunavik et sur la Basse-Côte-Nord. Aujourd'hui, je peux aussi annoncer que les Rangers canadiens vont venir en aide à deux autres communautés au Québec, la communauté de Nutashquan et la communauté de Equanichit. On a mis toutes ces mesures en place pour vous permettre de suivre les recommandations des experts et de nous aider à combattre le virus. Et ça fonctionne. Les chiffres indiquent qu'on s'en va dans la bonne direction, donc on doit continuer de rester chez nous et d'être prudents. Et ensemble, on va passer à travers. Cela dit, même si on souligne certaines tendances encourageantes, on ne va pas se conter des histoires. À travers le pays, des milliers de familles vivent des moments atroces, des moments déchirants à cause de cette pandémie. Je veux prendre un instant pour exprimer toutes mes condoléances à ceux qui sont dans le deuil. Tous les Canadiens partagent votre tristesse et sont à vos côtés pendant cette épreuve terrible. Sachez, en tant que gouvernement, on est là pour vous et on va traverser ces moments difficiles ensemble. On ne peut pas voir les nouvelles sans penser à ces aînés dans leur résidence qui ne peuvent pas voir leurs enfants, qui ne peuvent pas voir leurs petits-enfants, sauf par FaceTime, et qui ont peur, qui voient les nouvelles de situations dans des centres d'aînés à travers la province, à travers le pays, et s'inquiètent de savoir s'ils vont revoir leurs enfants, leurs petits-enfants un jour. C'est extrêmement difficile. Et nous devons de tout faire pour eux, en travaillant ensemble, mais aussi en soulignant qu'on doit continuer de rester chez nous, qu'on doit continuer de freiner la propagation de ce virus. Et ensemble, on va passer à travers. And because it's Sunday, I want to end again by talking directly to all the kids who might be watching. This week is National Volunteer Week. That means we say thank you to everyone around us doing things like helping seniors get groceries or putting in a shift at a food bank. You can join in from home, too. Ask your parents if you can help them make dinner and do extra cleaning around the house. Help your brother or sister with schoolwork. Say hi over FaceTime to your grandparents who I know are missing you. Young and young at heart, we can all make a real difference. I heard a great story the other day about a restaurant in Nova Scotia, the Canteen. They've turned the restaurant into a community kitchen where people pitch in and get meals to those in need.
And there have been thousands of Canadians who've already signed up through our national COVID-19 volunteer recruitment campaign to lighten the load on our frontline workers. Everyone can help out. Everyone can help us get through this. À tous les enfants qui sont à la maison, n'oubliez pas qu'on a besoin de vous. Demandez à vos parents si vous pouvez les aider à préparer le souper ou faire plus de ménage. Aidez votre frère et votre sœur avec ses devoirs. Dites bonjour sur FaceTime à vos grands-parents qui s'ennuient de vous. On est tous en mesure de faire de notre pays un endroit meilleur. Et en ce moment, pendant qu'on fait face à un défi comme on n'en a jamais connu auparavant, on a tous la chance de contribuer. Et je sais qu'on va tous continuer de faire notre part. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. On va maintenant passer à la période de questions, en commençant par le téléphone. Modérateur, c'est à vous. Merci. Thank you. First question, Michelle Carbert from the Globe and Mail. Your line is open. Please go ahead. Good morning, Prime Minister. Thanks for taking our questions. My question is with regards to the government's decision to tighten the scrutiny of foreign takeovers of Canadian firms impacted by the COVID-19 pandemic. Why is this decision important, and why did you take this decision a month after European countries started doing this? We recognize that countries around the world are looking at their own regimes and recognizing that there are vulnerable businesses that are going to be important to our recovery, who are perhaps exposed to foreign purchases in a vulnerable time, that we need to be careful we're taking care of. So we will be strengthening our oversight and paying close attention to foreign investment in this country to ensure that there isn't people taking advantage of this crisis. Nous reconnaissons que c'est important pendant ces moments de ralentissement et de vulnérabilité pour bien de nos entreprises qu'il n'y ait pas des gens ou des compagnies outre-mer qui décident de prendre avantage de cette situation pour profiter en achetant, en investissant dans des compagnies canadiennes qui, en temps normal, ne seraient pas vulnérables à ce genre d'investissement ou de takeover. C'est pour ça que nous soulignons l'importance de ces mesures pour assurer la protection de nos industries et de notre économie. Following up, Globe and Mail. And as a follow-up, are you aware of any foreign takeover deals that are coming or have occurred since the pandemic? And are there any sectors you're concerned about? I think we've highlighted that certainly as we look at challenges around supply chains for essential medical supplies and personal protective equipment. As we strengthen our own domestic industry and production, we wouldn't want a foreign investor to be able to take that production that is being made for Canadians in this moment of crisis and send it overseas. We also recognize that there are perhaps some startups with brilliant ideas that are facing a cash crunch right now that we would very much want to remain Canadian for the coming years, who could be exposed to predatory foreign investors. This is something that we're, of course, going to be keeping an eye on. Thank you. Prochaine question, modérateur. Thank you, merci. Prochaine question, Lina Dib, La Presse canadienne. À vous la parole. Oui, bonjour, M. Trudeau. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'où en sont les négociations pour le retour de la Chambre des communes la semaine prochaine? Et si on est obligé de rappeler demain matin les 338 députés, ça sera la faute de qui? On est très préoccupé par le fait qu'on n'a actuellement pas un accord avec tous les partis d'opposition pour ne pas revenir demain matin. La situation actuelle, c'est que le Parlement est censé reprendre demain, le 20 avril, avec 338 députés de tous les coins du pays, avec les membres de nos équipes, avec des gardes de sécurité et des gens d'administration à la Chambre des communes. Évidemment, on n'est pas dans une situation où ça devrait se passer. Nous, on a besoin d'un Parlement qui fonctionne. On a besoin de le faire de façon responsable. C'est pour ça qu'il y a eu de très bonnes conversations avec la plupart des partis et on est à veille d'avoir une entente pour pouvoir revenir à chaque semaine pour assurer la capacité de poser des questions et avancer avec des projets de loi.
Mais les conservateurs sont encore en train de résister à cette solution raisonnable, mais on espère que ça pourra se régler bientôt. En suivi, Lina? Oui, donc vous dites c'est les conservateurs. Vous vouliez parler aux enfants tout à l'heure parce qu'on est dimanche. Quel exemple ça donne, ça, alors que tout le monde fait des sacrifices et tout le monde s'empêche de faire certaines choses qu'il a envie de faire? Quel exemple ça donne que les politiciens fédéraux n'arrivent pas à s'entendre à un moment comme celui-ci? C'est une très, très bonne question, Lina, et pour moi, c'est un peu frustrant parce qu'on est en train d'entendre clairement de nos autorités, nos experts qui nous disent qu'il faut continuer à prendre des choix responsables, à limiter nos déplacements. Et il me semble que c'est assez évident que le Parlement ne devrait pas revenir de la même façon qu'il était avant dès demain. Je crois fondamentalement que c'est extrêmement important de continuer avec nos institutions démocratiques, de soutenir notre démocratie, d'être là pour prendre des questions. Je prends des questions à tous les jours des médias et je suis heureux de le faire. Et il devrait y avoir des opportunités pour les députés d'opposition de poser des questions aussi. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant une proposition qui semble très raisonnable pour tous les autres partis. Mais les conservateurs ont leur... je sais pas, il faudrait leur demander c'est quoi leur approche et pourquoi ils sont en train d'être un peu déraisonnables dans cette situation. We're in a situation right now where our public health authorities, our experts, and common sense tells us we need to continue to limit our movements. We need to continue to work from home. We need to continue to do everything we can to ensure that people are kept safe from further spread of this pandemic. That's why it would be irresponsible for the House of Commons to resume tomorrow as scheduled on April 20th. With 338 MPs, their staff, support staff in the House of Commons, security, people coming in from across the country at this particular point. We have proposed, and it's been accepted by, largely accepted by the other opposition parties, that we should have accountability measures. We should have Parliament that functions, but we have to do it responsibly. And that's why coming back every week for questions and for work on passing new legislation is something that I think is reasonable and is acceptable to most parties. I believe deeply in our democracy, in our democratic institutions and our principles, and it's important to be accountable. I'm perfectly happy to be taking questions every day from media, and I'm looking forward to taking questions from opposition parties. But it has to be done in a responsible way, and right now the Conservatives are not taking a responsible approach. Thank you, merci. Modérateur, prochaine question. Merci, thank you. Next question, Lee Berthiaume, Canadian Press. Please go ahead. Yes, Prime Minister, thanks for talking to us. The NDP is asking for, in terms of parliamentary sittings, 1 in-person day and 2 virtual sittings. You have proposed only 1 virtual sitting. Can you explain why 2 is unacceptable? I think it is important that we have in-person sittings, and I think 1 a week seems about the right number in a reduced fashion. But we also have been clear from the very beginning that we think there should be virtual sittings to allow parliamentarians from across the country who aren't within driving distance of Ottawa to continue to participate. And that's why we have been pushing for virtual sittings. We have heard from the House of Commons administration that they are incapable of standing up virtual sittings for this coming week, but we are very open to increasing them over the subsequent weeks because it's important that we be able to hear from all parliamentarians. Follow-up? And as a follow-up, there's a report of a deal that has been reached. Can you confirm that a deal has been reached with the opposition parties? I can't confirm anything like that. As I came out this morning, I heard that we were very close on it, but I haven't in the past half hour got notice that there is a deal. I think it seems very, very reasonable that we can agree that there needs to be a parliament that is functioning responsibly in this difficult time. Most parties have responsible proposals forward, and I certainly hope that the Conservatives will agree to doing the responsible thing here. Merci. Modérateur, dernière question au téléphone.
La prochaine question, Raymond Filion, TVA. À vous la parole. Oui, bon dimanche, Monsieur le Premier ministre. Les séances virtuelles, pouvez-vous nous expliquer ça ressemblerait à quoi concrètement? Il y a différentes propositions que la Chambre est en train d'étudier. L'idée, c'est que des députés d'à travers le pays pourraient poser des questions, faire des discours via vidéoconférence avec les mêmes droits et les mêmes capacité de parole des gens qui seraient actuellement en Chambre. Il y aurait quelques députés en Chambre, il y aurait d'autres députés en présence virtuelle, mais l'aspect technique et technologique est encore à être travaillé. C'est pour ça que la Chambre a demandé encore un petit peu plus de temps pour pouvoir le faire. Vous avez souligné dans votre discours que des milliers de familles vivent des moments atroces. Le premier ministre Legault a affirmé avant-hier que son gouvernement était mal préparé pour affronter cette crise. Vous avez dit dans le passé, je sais qu'il y aura des moments pour les post-mortem, je comprends, mais après un mois de crise, la question se pose quand même à travers le Canada. Est-ce que vous estimez que l'état de préparation de votre gouvernement était à la hauteur? Je pense que quand on vit une crise comme ça, avec les tragédies qu'on est en train de voir, on ne peut jamais dire qu'on était tout à fait préparé. C'est certain qu'on va apprendre à être mieux préparé les prochaines fois. S'il y a d'autres fois, on l'espère que non. Mais en même temps, je sais que les Canadiens, les différents paliers de gouvernement et les organismes et tout le monde, on s'est rassemblés pour pouvoir mettre en place des mesures pour protéger les gens, pour freiner la propagation de ce virus de façon qui est bien positive comparée à d'autres pays. Mais même si on a une meilleure histoire que d'autres pays à raconter, on ne va pas se tromper, c'est une tragédie extraordinaire et atroce pour trop de familles. Et nous avons tous une responsabilité de faire le mieux qu'on peut pour s'assurer qu'on sorte de cette tragédie et de cette crise sans trop d'autres tragédies. Bonjour, M. Trudeau, Louis Blouin de Radio-Canada. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu, détailler votre pensée? En quoi, pour vous, 3 séances en personne par semaine en nombre réduit, c'est déraisonnable? Je pense que la réalité, c'est que tous les parlementaires ne peuvent pas revenir à la Chambre des communes. Il y a des gens qui habitent dans des provinces lointaines qui n'auront pas la capacité de revenir. C'est pour ça qu'on a toujours souligné à quel point c'est important d'avoir des séances virtuelles pour pouvoir amener des gens qui ont le droit de représenter leur communauté au Parlement pour pouvoir le faire pendant cette crise. En même temps, de pouvoir être là pour répondre à des questions de façon régulière. Je pense que c'est important pour notre démocratie et pour les Canadiens. C'est bien de prendre des questions des médias presque à tous les jours, mais les parlementaires ont leur rôle à jouer aussi et la proposition qu'on a faite pour une séance à chaque semaine a été acceptée par la plupart des partis comme étant un compromis raisonnable pendant ce moment de crise. Okay. I think it's extremely important that we remember that people are elected to Parliament in every corner of this country to be their community's voice in Parliament. And that's why, particularly in a time of crisis, it is important to look at virtual ways that allow members from every corner of the country to engage in parliamentary debate and discussion, and not just those who have the opportunity or the proximity to be around the National Capital Region. That's why we've been pushing the virtual sittings. We know that accountability is important, and taking questions every day from the media is a good thing, but it is also important that parliamentarians and opposition politicians get to ask questions of the government, which is why we've proposed that the Parliament sit every week in a reduced fashion, and that is a proposal that was accepted by most parties. The Conservatives still need to work on it a little bit in terms of their own reflection.
Est-ce que vous seriez ouvert, quand les outils virtuels seront disponibles, à ce qu'il y ait plusieurs séances virtuelles par semaine, là? Par exemple 3 ou 4? Parce que là, votre proposition en ce moment fait que les partis d'opposition ne peuvent pas demander des comptes à tous les jours. Oui, les périodes seraient étendues, mais ça veut dire qu'il y a plusieurs jours par semaine où ils ne peuvent pas demander des comptes. C'est un peu ça leur récrimination. Est-ce que vous seriez prêt à plusieurs séances virtuelles éventuelles? Je peux souligner que les propositions faites par les oppositions et les partis d'opposition et les enjeux qu'ils soulignent pour critiquer sont bien rapportés dans les médias, sont bien partagés, ils sont bien entendus par nous et on ajuste le tir et on est en train de s'assurer qu'on est en train de faire les choses nécessaires pour bien répondre aux besoins réels et criants à travers le pays. On est toujours ouvert à faire fonctionner le Parlement. Je pense que c'est extrêmement important, mais il faut le faire de façon raisonnable et c'est ce qu'on est en train d'essayer de trouver. Et je peux dire que la plupart des partis sont d'accord. Ce ne sont que les conservateurs qui risquent de nous forcer à revenir demain matin en 338 députés d'à travers le pays. Good morning, Prime Minister. Ashley Burke, CBC News. You've just said that you respect Parliament, that you believe in accountability. So why is your party still haggling at the last minute over terms of this sitting? Why is this so complicated? We have been consistent from the very beginning, from a number of days ago, where I said we have a proposal to bring back Parliament every single week and ensure that we're expanding and looking at virtual sittings as quickly as we can. This has been our position, and we're consistently on that position. Most opposition parties found this to be reasonable. There is one party, and because the House is scheduled to resume tomorrow morning, there is required to be unanimous consent by the parties to not come back tomorrow morning, and the Conservatives are not wanting to be reasonable in this, I think. Australia and other countries are calling for an international and an independent investigation into the origins of the COVID-19 outbreak in China. You've said this is not the time to point fingers or assign blame, but are you supportive of this investigation in the future? And do you still believe China responded and reported adequately? I think it's extremely important that we understand exactly what happened and ask really tough questions of all countries involved, including China. This is something that we need to pursue. But my priority right now, and the priority for countries around the world, needs to be doing everything we can to keep our people safe and make sure that we have the resources necessary to protect our citizens and get through this. And that will always be my focus. Nous reconnaissons qu'il y a des questions importantes à poser et des réflexions sur comment ça s'est passé et quel genre de responsabilités différents pays, dont la Chine, ont dans cette affaire. Mais la priorité doit demeurer pour moi et pour les autres leaders comment on va protéger nos citoyens aujourd'hui et demain, comment on va s'assurer qu'on a tout ce qu'il nous faut pour nous garder en sécurité. Ian Wood, CTV News. Prime Minister, a correctional facility near Montreal has confirmed dozens of COVID-19 cases, and the same is true with other facilities across the country, including one near Vancouver. What are you doing to protect the incarcerated population and the corrections staff in these facilities to stop the spread of COVID-19? From the beginning, Corrections Canada has taken measures to protect both inmates and staff in these facilities, including eliminating visits, reducing transfers, looking at measures including staggered timetables to keep inmates and staff more separate from each other, ensuring that there are different mechanisms in place. And those reflections are ongoing. We're always looking for new ways to ensure protection of Canadians in those facilities. And some provinces have had to cut elective procedures in hospitals to prepare and manage COVID-19 patients or prepare for them. Canada already has long wait lists for some procedures. Is the federal government going to assist provinces to make sure that these existing backlogs aren't amplified once we're through this? We have a tremendous amount of confidence that provinces are going to be able to continue to manage their healthcare systems appropriately. We sent them $500 million in new resources to ensure that they are able to continue to deal with this crisis. One of the key elements through this crisis was ensuring that if
more and more people got infected, there would still be emergency beds for them. There would still be intensive care units available to them to deal with the very real challenges of COVID-19 and prevent the death rates from skyrocketing as they have in other countries where their medical systems were overwhelmed. I think Canadians understand how important it is to make it through this crisis as quickly as possible so we can get back to normal. But getting through it as quickly as possible means being very careful about what we are doing right now to maximize our opportunity to help as many Canadians if they get infected. Prime Minister Janet Silver, Global News. In Austria, for example, they have a plan to get businesses reopened, and they're doing it in a 2-week process. They open a business, a small business, monitor for 2 weeks. If the cases don't go up, they continue then with hotels, restaurants, etc. Provinces here in Canada, there are some that are have plans that they're announcing on how they're going to do that. I'm wondering what the coordination is between your government and the provinces. Will the federal government put a plan up as well? And what are you saying in terms of which businesses should be able to reopen first and when? Many of the decisions around what makes sense in terms of a careful restarting of the economy are much more appropriately made at the provincial level, given both provincial authorities and the reality that the shape of this pandemic is very, very different in different parts of the country. What we are working on coordinating with the provinces is a set of principles and approaches that can be applied at different moments and in different ways across the country. We want to be there to ensure that there is testing capacity, that we are supporting on contact tracing, that we are remaining consistent in the messages that Canadians are hearing from the different orders of government across the country about how to be very, very careful to not allow for a resurgence of COVID-19 just as restrictions start being eased. These conversations are very much live with the provinces right now. We are listening very carefully to what experts and looking very carefully at what is working and has worked in other jurisdictions and seeing how and if that can be adapted to us. We recognize from the beginning that we have been slightly slower. We were able to hold off the pace of the virus in Canada for a few more weeks than many other places, and therefore we can take advantage of learning what works in different situations to adapt it to Canada. We are being extremely thoughtful about that easing, and again, people need to know it's not going to suddenly reopen in any part of the country overnight to what it was before. We're going to have to be very, very careful, very gradual, very progressive if we are to prevent the kind of resurgence that would send us all back into lockdown as we were before. We want to make sure that what we are doing now is not for nothing, that we manage to get through this with the kind of containment and control approaches that the proper measures will allow for. Okay. Nous savons que les gens veulent savoir quand ça va se passer, qu'on va pouvoir relâcher certaines des restrictions, mais nous devons de faire vraiment attention, de le faire de la bonne façon, de façon graduelle et de rester extrêmement vigilant. On est en train, évidemment, de s'inspirer de ce qui se fait ailleurs dans le monde, de leur succès et peut-être de leurs défis aussi. À différents moments, dans différentes parties du pays, il va y avoir des choix qui vont être distincts les uns des autres, mais en même temps, en tant que gouvernement fédéral, nous essayons de coordonner pour que les messages, pour que les principes sous-jacents à cette reprise lente et graduelle soient unis à travers le pays. And an outbreak of COVID-19 at a northern Alberta oil sands camp has sickened at least 12 people around Alberta, and reports of other cases in other parts of the country from that. Should measures be in place to ensure that returning workers isolate whether or not they have symptoms? I think that's a decision for the government of Alberta, but certainly
we all understand how important it is to keep workers in essential businesses, workers who continue to work, as safe as possible. Safety of workers, of their families as well, needs to be the primary consideration of any government, and I certainly expect that to be the case in this one as well. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse d'aujourd'hui. Merci tout le monde.